Aujourd'hui, je commencerai par parler des tuples et des records. Mais en fait, je veux parler de la sémantique aujourd'hui. Vous avez déjà eu un peu de sémantique. Je l'ai donné en douce. Environnement, portée, identificateur, variable. Tout ça, c'est de la sémantique déjà. Un langage noyau, un petit peu. Mais aujourd'hui, on va le voir pour de vrai. Je vais d'abord parler des tuples et des records pour compléter les structures de données. Il y a beaucoup de slides pour ça, mais je pense que je pourrais mieux expliquer ça directement sur le tableau. Donc je vais expliquer ça sur le tableau. Vous pouvez bien sûr regarder les slides. Donc je vais parler des tuples et des records. Un tuple, c'est une structure groupée, comme ceci. Par exemple, X égale, il y a un nom qui est un atome, c'est un symbole en fait, et il y a des arguments. Les arguments peuvent être n'importe quoi. Ça peut être aussi des identificateurs qui pointent vers d'autres choses. Ça, on va regrouper les données ensemble. Donc ici, on regroupe 4 données et on peut les accéder à partir de X. Donc c'est une façon de regrouper les données. Et chaque donnée, dans chaque position, a une position. Donc le A, c'est en première position, le B en deuxième, le C en troisième, le D en quatrième. Donc si l'on fait par exemple X, X.2 sera égal à B. C'est la deuxième position. Donc on peut faire X.1, X.2, X.3, X.4. Et donc les positions commencent toujours par 1 et augmentent comme ça. Et on peut y avoir autant qu'on veut. C'est une façon de regrouper les données. Le nom ici s'appelle l'étiquette, le label en anglais, le label ou l'étiquette. Et les arguments s'appellent les fields, ou les champs. Des champs, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils sont numérotés de 1 jusqu'à un nombre quelconque, n, par exemple. Ok? C'est très simple, hein? On peut faire des trucs avec des tuples. Donc on peut les taper, comme je tape là, on peut faire des calculs avec. Ce qui est intéressant, c'est une liste est un tuple. Donc si j'ai la liste, A égale A, B, C, 1000, en fait c'est une structure imbriquée. Vous vous souvenez, il y a le premier élément et le reste. On peut l'écrire comme ça avec une parenthèse. Premier élément et le reste qui est une liste. En fait, c'est un tuple. On peut écrire ça comme ceci. On met la barre verticale devant. Comme le parseur pense que la barre verticale est un opérateur binaire, quand on le met devant, on met des guillemets pour que le parseur n'a pas de confusion. Donc ceci et ceci, c'est identique. Ça, c'est du sucre syntaxique pour ça. Et bien sûr, la même chose pour B, C, I. Donc A, on peut voir ça comme une structure imbriquée. En fait, c'est pour ça qu'on peut l'écrire. Ça, ici, on a un tuple avec l'étiquette barre verticale et 2 arguments. Ici, pareil.
Et ici, pareil. Vous voyez, donc une liste. J'ai expliqué la liste, et comme c'est une structure importante et tout, mais pour le langage noyau, la liste, c'est juste une forme de tuple, en fait. Hein. Donc, il n'y a rien de spécial pour la liste, c'est juste un cas spécial de l'utilisation du tuple. Ok, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose de plus général que les tuples encore, qui s'appelle récolte des enregistrements en bon français. Donc là, x égale, ça ressemble un peu au tuple, sauf que dans les tuples, les noms des champs se numérotent à partir de 1 et augmentent. Mais avec récolte, on peut donner des noms arbitraires. On peut donner des noms. Par exemple, on peut avoir un nom du genre. Non, par exemple, ça je le mets en lumière parce que c'est maintenant, prénom, etc. On peut ajouter d'autres choses. Là, on a deux noms des champs qu'on donne. On peut avoir des trucs un peu arbitraires. Ici, on a trois noms de champs, A, C et X, et les valeurs sont fous, var et base. On peut aussi faire comme ceci. Là, je donne des noms qui sont des entiers. En fait, les noms des champs, ça peut être ou un atome, ou un entier, en rose. Ici, je donne 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Et vous voyez, c'est pas le hasard, que ces deux-là sont exactement les mêmes. Ici, j'ai un tuple, je ne donne pas de nom pour les champs, donc les noms sont numérotés implicitement à partir de 1. 1, 2, 3, 4. Mais je peux donner des numéros explicitement. Et à ce moment-là, l'ordre n'a aucune importance. Vous voyez, pour les tuples, l'ordre est super important parce qu'on commence à numéroter à partir de 1, 1, 2, 3, 4. Mais si je mélange ici, comme je donne des noms des champs, l'ordre n'a aucune importance. Donc ces deux X sont les mêmes, parce qu'ils ont les mêmes champs, les mêmes noms des champs, avec les mêmes valeurs. Hein? X.3 égale petit c, ici. Là aussi, petit c, et I ici pour le tuple aussi. Donc vous voyez, la structure la plus générale est un record. Et chaque tuple pour le langage noyau est juste du sucre syntaxique pour un record. Vous voyez qu'en fait, il n'y a qu'une seule structure de données dans le langage noyau. Une seule, c'est le record, c'est tout. On peut dire une liste est un tuple
dire un tuple est un record. Chaque tuple est aussi un record. Et dans le langage noyau, il n'y a que des records. Vous vous souvenez, le langage noyau est conçu pour être simple. Donc on ne va pas multiplier les structures de données dedans. Il y a une seule structure de données dans le langage noyau, ce sont des records. Et les listes et les tuples, c'est du sucre syntaxique. Ça veut dire que c'est purement une représentation. La machine abstraite, la sémantique, ne voit aucune différence. Le sucre syntaxique, c'est fait pour les êtres humains, pour le programmeur. Pour le système, c'est exactement la même chose. Donc, on peut aussi faire un mélange de champs sans nom et de champs avec un nom. Vous vous souvenez qu'on avait fait des arbres? Je ne l'ai pas bien expliqué, mais maintenant je peux l'expliquer. Ici on a qui double point K, value double point V, T1, T2. En fait, c'est comme ça que j'ai fait la semaine dernière. J'ai rien dit, mais en fait, ceci est un record. Les noms des champs, c'est key, value, et comme T1 et T2 n'ont pas de nom, on va les compter à partir de 1. Donc, c'est comme si le nom du champ était 1 et 2. Donc ici, on a un record, key, value, 1 et 2. T.1, c'est T1. T.value, c'est égal à V. T.2, c'est T2. Et donc, ça, c'est un record généralisé. Ce n'est pas un tuple. Parce que pour être un tuple, on doit avoir des noms qui commencent avec 1 et qui numérotent, qui sont comme ça. Donc ça, c'est pas un tuple. Donc si j'ai 1.x, 3.y, 4.z, les noms des champs c'est 1, 3 et 4, c'est un record. Mais ce n'est pas un tuple parce qu'il y a les deux qui manquent. Si on a 1, x, 2, y et 3, z, là c'est bon. Là, ce record est aussi un tuple. Vous voyez que tout est un record. Certains records sont des tuples et certains tuples sont des listes. Pas tous. Et je peux aussi donc, les mélanger. Si je fais par exemple x, 2.y, 3.z, ça c'est un 2. On voit que le x, comme je ne donne pas le numéro, c'est le premier sans numéro, c'est donc un 1. Donc il y a le 1 implicitement là. Là c'est un 2, là c'est un 3. Donc ça c'est un tuple aussi. Et pour vraiment être précis, je peux l'écrire aussi comme ça. 2 double point y, x, 3 double point z. Comme le x, c'est le premier qui n'a pas de numéro, alors on commence à compter de 1. Et donc, on a les numéros de champs ici, c'est 1, 2, 3. C'est donc numéroté consécutivement à partir de 1. C'est donc un tuple. Donc on peut, ça c'est aussi un tuple. Vous voyez? Donc le tuple, le fait d'être un tuple, c'est une condition sur la structure. C'est que les noms de champs commencent avec 1 et sont numérotés consécutivement sans en oublier jusqu'à un certain point. Ça va toujours commencer avec 1 et on compte comme ça pour être un tuple.
Donc, le dernier là, c'est un tuple, l'avant-dernier aussi, là, le deuxième aussi, mais le premier n'est pas un tuple parce qu'il y a le 1, 3, 4, il y a le numéro 2 qui manque. Ok? Ça, c'est à peu près tout. Et donc, dans le langage noyau, il n'y a que des récoltes. Vous voyez, en fait, tout est conçu pour avoir un langage noyau simple, parce que la sémantique peut être pour le langage noyau. Il y a des opérations, je ne vais pas trop vous montrer, mais il y a des opérations label de x, c'est une fonction qui renvoie le label, l'étiquette. Width, donc largeur, est une fonction qui renvoie le nombre de champs. Après, il y a les opérations avec les points. x.1 renvoie le premier champ, x.3 le troisième. Hein? Le nom du champ, on appelle aussi ça un feature. Hein? Ça, c'est un terme technique. On peut comparer deux structures avec égal. N'importe quel record, on peut les comparer. Ça marche aussi pour les structures en des cycles. À l'intérieur, on peut avoir une référence du haut. Ça marche aussi, mais normalement, je ne vais pas vous confondre avec ça tout de suite. Donc, il y a, ça c'est pour les tuples. Label, oui. Field, donc les champs et le nom des champs. Il y a l'opération point et c'est tout. Oui, question? Est-ce qu'il y a un rapport je sais que les tuples, on ne peut pas les modifier et les listes, on peut Ah, attention. Ici, les tuples et les records et les listes, on est en paradigme fonctionnel. Donc ici, pour l'instant, on ne peut rien modifier. C'est très simple. Ce sont des valeurs. Quand je dis valeur, je dis constante. Hein? Le nombre 23, 23 c'est 23, on ne peut pas le changer. Hein? Pour cette structure-là, c'est pareil. State ABCD, c'est quelque chose et on ne peut pas le changer. Hein? Ou la liste 1, 2, 3, on ne peut pas le changer. Donc tout ça, tous sont des constantes. Pour l'instant, on est en fonctionnel, on ne peut rien modifier. Ok? Et les variables, on peut les affecter à une valeur. Donc une liste, c'est un tuple. Hein? Le principe, j'appelle ça le principe de simplicité. Au lieu d'avoir plusieurs structures de données dans le langage noyau, il n'y a pas de raison en fait. Il y a une seule structure. Mais il y a le sucre syntaxique. Et il y a donc plein de syntaxes possibles là. La liste 1, 2, on peut donner, écrire ça comme ceci. Si on est vraiment masochiste, on peut même donner le numéro des champs. On peut dire le champ 1 c'est 1, le champ 2 c'est barre verticale, de nouveau le champ 1 c'est 2, le champ 2 c'est 1000. Ça et ça, c'est identique. C'est exactement la même chose. Si tu les crées, tu les compares, ça va dire qu'ils sont exactement les mêmes. C'est juste un sucre syntaxique. Donc, sucre syntaxique, c'est une différence qui n'existe que pour le programmeur, pas pour le système. Okay? Et les records, donc les noms des champs peuvent être des constantes ou des entiers. Donc ça, c'est les records. Et il y a une troisième opération qui s'appelle, à partir de label et width, il y a aussi l'opération arity. C'est une larité. Ça vient du mot binaire, ternaire, quaternaire. C'est le R. R, ça veut dire arité, c'est l'ensemble des arguments. Je vais faire quelques exemples de ça.
Ah, voilà. Ok. Je vais juste donner quelques exemples simples. Par exemple, si z égale ok, là z est un record. Non, je vais changer ça. Toute ressemblance avec un être humain vivant est totalement en coïncidence. Donc, c'est un record, le nom c'est Charles, le nombre c'est 3 et la fonction c'est 3. Et je peux faire z. Et on voit là, non, un petit, mais on voit. On peut aussi faire des opérations. Arithmétique de z, c'est une liste des noms des champs. C'est donc fonction, nom, nombre. On voit que c'est un ordre alphabétique. Ça veut dire lexicographique. Et juste une dernière opération. Oui, c'est le nombre des champs. C'est donc 3. Il y a 3 champs et le nom des champs. Vous voyez qu'il y a une liste. Là, arrêtez, on va toujours envoyer une liste. Et pour les gens qui aiment les puzzles, il y a 2 records. Quand on les donne comme argument arrêté, le résultat sera la même chose. Hein? Si on fait, ça c'est juste pour... si je fais ça, il y a 2 valeurs possibles pour x. Je laisse à vous deviner quelles sont les 2 valeurs possibles. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ok, ça c'est tout pour toutes les records. Juste un dernier truc. Donc, il y a donc beaucoup de syntaxes possibles pour la liste. Là. Sur ce slide-là, on voit que la liste 5, 6, 7. Hein? En bas, c'est la plus petite syntaxe, avec des crochets. Mais toutes les autres syntaxes sont légales. Et tu peux les écrire. Pas de problème, ça marchera. Ils sont tous exactement les mêmes listes. Et dans le langage noyau, je vous remontre la partie du langage qu'on connaît. Vous voyez, S, c'est les instructions, hein, type, séquence, locale, les liens binding, le if, le for, l'appel, le procédure, le case. V, ce sont des valeurs. Vous voyez qu'il y a 2 valeurs possibles là, number et record. Il n'y a que des records. Donc, dans le langage noyau, il n'y a que ça. Les tuples et les listes, c'est un cas spécial de record. Vous voyez, le langage noyau va donc rester simple. Et pour ça, et je termine avec des records par des petits exercices. Question, là je vous montre un certain nombre de records, lesquels sont des tuples. Hein? Par exemple, SA, est-ce que c'est un tuple? Vous pensez? Oui. Oui, parce que le nom de champ c'est 1, 2, 3, c'est consécutif à partir de 1. Est-ce que B est un tuple? Non, parce que bon, il y a le 3 qui manque. Est-ce que C est un tuple? Ah, en fait, si vous avez bien entendu, les tuples doivent commencer par 1 et monter. Là, on commence par 0, donc ce n'est pas un tuple. Le D, est-ce que c'est un tuple? Non, parce que ce petit D-là a aussi le numéro 1. En fait, ceci est une erreur de syntaxe. Parce qu'il y a 2 champs avec le nom 1, le D et le petit A. Donc c'est une erreur en plus. Et le E, est-ce que E est un tuple?
parce que le A, le petit A, c'est A numéro 1, et après il y a 2, 3, 4, donc c'est bon. Est-ce que le F est un tuple? Oui, en fait, F et E sont les mêmes, parce que le premier élément sans nombre, on lui donne toujours le numéro 1. Donc le A va aussi avoir le numéro 1, et il y a les 2, 3, 4. Est-ce que G est un tuple? Mais le nom des champs, c'est 1, 2, 3 fou. Non, hein? Parce que fou, ça ne peut pas être le nom des champs pour un tuple. Ça doit être des entiers à partir de 1. Est-ce que H est un tuple? Oui, on peut même dire plus là. C'est même une liste. Hein? Est-ce que I est un tuple? Oui, c'est un tuple parce que les noms des champs c'est 1 et 2. On ne regarde pas à l'intérieur. Par contre, ce n'est pas une liste. Parce qu'à l'intérieur, une liste c'est une structure récursive. Et ici, dedans, on a 1 et 3. OK? Ça, tout ça pour vous expliquer les lustres des tuples. Maintenant, je veux parler de la sémantique. Donc, tout ça, toute cette discussion de tuples et corps, ça fait aussi partie de la sémantique. Hein? En fait, la sémantique va infiltrer un peu tout, parce qu'il y a un principe de conception très important, c'est qu'il ne faut pas multiplier les entités au-delà de la nécessité. Hein? Vous connaissez peut-être ce principe-là? Non? Ça vous dit quelque chose? On lui donne même le nom, on lui appelle, ça s'appelle le rasoir de qui? Ah, d'Occam. Bien, excellent, le rasoir d'Occam. Et donc, c'est un des grands principes dans ce cours. Je ne peux pas multiplier les entités, et surtout pas les structures de données. Une structure suffit. OK, maintenant, on va, comme ça, maintenant, vos neurones sont bien chauffés, là. Vous êtes en vitesse de croisière. Et maintenant, on va commencer par la sémantique. Je vais commencer par reprendre un petit peu ce qu'on a vu dans le premier cours. Et vous allez voir. Vous vous souvenez, ça c'est quelque chose qu'on a expliqué dans le premier cours. Regarde, le programme à gauche, c'est un texte. Hein? Je mets une sorte de rectangle pour montrer que ça s'écrit sur une feuille. Et à droite, c'est la mémoire du système. Okay, donc déclare grand X égale 22. Grand X est un identificateur. Petit x est une variable. Et il y a une flèche rouge. Il y a une correspondance, hein, un mapping entre les identificateurs et les variables. Et ça s'appelle des environnements. Donc, en rouge, il y a un environnement que je vais appeler E1. Après, j'ai local y in, y égale x plus 20. À l'intérieur du local, il y a un autre environnement, E2, en vert, parce qu'il y a les y qui s'ajoutent. Et enfin, après le end, il y a un environnement E3. Je le mets en violet. Et quelle est la valeur de E3? Vous savez, par rapport à E1, E2, E3 c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire sur E3? Quels sont les identificateurs qui sont reconnus ici? X, donc E3 c'est égal à E1. C'est les mêmes. C'est les mêmes. E1 et E3 sont les mêmes fonctions. Okay. Donc il y a trois environnements. C'est une fonction, l'identificateur d'une variable noire. Une fonction dans vos têtes, hein? Pas une fonction qu'on peut écrire dans un programme, ça c'est autre chose. Hein? C'est une fonction dans la sémantique. On peut aussi voir ça comme un ensemble de paires. Hein? Chaque paire, ça donne l'identificateur et la variable qui correspond. En fait, toute fonction peut être écrite comme un ensemble de paires. Et là, ça peut être intéressant de faire ça. Et les environnements E2, par exemple,
c'est grand X, grand Y, c'est donc un ensemble de deux paires. On va souvent écrire des environnements comme ça, parce que ce sont des fonctions avec des tout petits domaines. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'arguments possibles dans ces fonctions. Et E2 de grand X, c'est petit x, et E2 de grand Y, c'est petit y. OK? Vous avez compris. Et on avait vu aussi, la semaine dernière, la notion de portée, scope. Hein? Chaque identificateur correspond à une déclaration. Et toute la partie du programme qui correspond à la déclaration s'appelle la portée de cet environnement. Et je vous montre un petit programme local P et Q in. Je définis une procédure P qui affiche 100. Je définis la procédure Q qui appelle P, et c'est tout. Après local P, je crée un autre P local. Je définis une autre procédure P qui affiche 200. Et après, j'appelle Q à l'intérieur. Et la question pour vous, c'est qu'est-ce que ce programme affiche quand on l'exécute? Sans regarder, sans tricher, réfléchissez avec la notion de portée. En fait, ce P-là, quelle est la portée de ce P? Parce que quand on appelle Q ici, on va appeler P. À la question, bien sûr, c'est est-ce que c'est la première procédure qui va être exécutée ou la deuxième? Hein? Celle qui est définie là ou celle qui est définie à l'intérieur du deuxième local. Qu'est-ce qui va être affiché? 100. Ouais. Bon. Qui dit 100? Ok. Qui dit 200? Oh, que vous êtes intelligent. Il y a quelques années, j'ai fait ça et que c'est le 200 qui aurait gagné. C'est bête, hein? Mais apparemment, vous êtes donc plus intelligent que vous connaissez ça. En effet, c'est 100 qui va être affiché, tout à fait exact. Et on peut le déduire rigoureusement avec la portée. Donc, je vais vous expliquer ça, mais ce n'est peut-être pas nécessaire que vous avez peut-être compris, mais je vais quand même expliquer la chose, parce qu'il y a un petit quelque chose en plus par rapport aux procédures qui est important. Donc, c'est ce P qui nous intéresse, qui est à l'intérieur de la définition de Q. La question, quelle est la portée dans le scope de ce P? Ça veut dire, ce P correspond à quelle déclaration et quelle partie du programme, dans quelle partie du programme les P correspondent à la même déclaration. Donc voici donc la réponse. La portée de ce P-là, c'est entre le premier local jusqu'au début du deuxième local et après le N, le N de ce deuxième local jusqu'au N. Mais là, il n'y a aucune instruction, il aurait pu. Tout ça, c'est donc la portée de ce P. OK? Et là, la question, quelle procédure P est définie dans cette portée? Hein? Cette portée-là, ici, il y a deux procédures P. Bien, la première est à l'intérieur de cette portée. Donc, ça correspond donc à la même variable en mémoire. Donc, c'est la première définition qui va définir la valeur de ce P. Et pas la deuxième. La deuxième, c'est une autre variable. Même identificateur, mais autre variable. Donc, un peu plus précisément, tous les P en violet, là, correspondent à la même variable en mémoire, parce qu'ils sont tous dans la même portée. Hein? Et la procédure Q va appeler P, donc il y a deux choses. Hein? Ce P-là correspond à la variable déclarée ici, qui est définie là.
Donc la procédure Q va appeler la première procédure P. C'est une simple déduction avec la notion de portée. Mais il y a quelque chose en plus. L'implémentation doit respecter ça. Elle doit faire quelque chose. Parce qu'on va appeler Q ici, à cet endroit. On peut appeler la procédure Q à n'importe quel endroit dans le programme. Et l'endroit où on appelle Q, il y a un autre P dans l'environnement, mais ça n'a aucune importance parce que la procédure Q a déjà mémorisé la définition du premier P. Donc, la procédure Q doit, à sa définition, mémoriser toute la définition de la procédure P. Et donc, ça doit être stocké quelque part. Donc, si on appelle Q là, comment est-ce que Q sait qu'il doit appeler ce P et pas l'autre? Eh bien, c'est parce que avec le code de la procédure, ça doit être stocké avec, en fait. Et ça nous apprend quelque chose. Le code d'une procédure en mémoire, une procédure en mémoire, ce n'est pas simplement son code, c'est aussi les variables qu'elle doit mémoriser. C'est donc deux choses. Et donc, il y a un environnement caché dans la procédure Q. Un autre environnement. Parce qu'ici, ça c'est un identificateur. Et quand on appelle Q, on doit appeler une procédure, et donc on doit connaître une variable. Vous voyez, identificateur, variable. Donc dans la procédure Q, il est caché un environnement. Et ça s'appelle l'environnement contextuel, contextual environment. C'est quand on définit une procédure, c'est pas simplement le code, il y a aussi un environnement avec le code. Et cet environnement mémorise tous les identificateurs qu'on doit connaître. Ici, je donne un autre exemple. La procédure INC, x, y égale x plus a. Et le a est ici. Et donc, quand j'appelle INC, on va faire x plus 1, parce que la a est égale à 1. Et donc, la procédure INC doit se souvenir que ce a correspond à 1. Et donc, il y a un environnement avec. Je vais appeler ça EC, je vais mettre un petit c. Voilà. EC, c'est un environnement qui va faire correspondre A à la variable petit a est égal à 1. Ok. Maintenant, je résume tout. Comment est-ce que la procédure est stockée en mémoire? Ça, c'est le petit programme qu'on avait vu tout à l'heure, que vous avez tous très bien compris. Ici, il y a la procédure Q qui appelle P. À l'endroit où on définit qu'il y a un environnement avec deux identificateurs, P et Q. Et en mémoire, donc le grand Q ici va faire référence à une petite variable, petit Q là, et c'est ça qui est en mémoire. C'est intéressant, hein? J'appelle ça une valeur procédurale. Il y a deux trucs. Il y a le code de la procédure, qui est à la gauche ici. Je l'écris avec la même syntaxe, mais en fait, dans le système, c'est compilé. Hein? Dans tout système informatique, c'est comme ça. Ce n'est pas un truc que j'ai inventé ici. Tous les langages de programmation inventés après 1965 environ, c'est le moment où on a enfin réalisé la bonne manière de faire la procédure. Environ tous les langages modernes définissent la procédure comme ça. Et les procédures sont deux parties. Il y a le code et il y a l'environnement ici.
Comment est-ce qu'on stocke l'environnement? Ben, ce sont des cases mémoire. Et parce que le code de la procédure, il y a le grand P qui est dedans. Et donc, il faut savoir quelle variable. Et donc, il y a à côté, il y a l'environnement. Je l'écris comme ça c'est abstrait. Mais dans toute implémentation compilée, c'est écrit de façon, c'est compilé de façon très primitive, avec des instructions de l'architecture, mais conceptuellement, c'est exactement ça. Okay? Donc, une procédure est stockée en mémoire comme une paire de choses. Une paire, moi je le montre là, ça c'est pour Inc, l'autre exemple. Une paire. La première partie, c'est le code de la procédure, y égale x plus a. Là, j'enlève l'identificateur. Ça s'appelle une procédure anonyme, c'est juste le code. Le dollar ici, c'est juste une balise pour marquer qu'il n'y a pas d'identificateur là. C'est juste le code. Donc il y a deux arguments x, y égale x plus a. Et la deuxième partie de cette paire est un environnement, l'environnement contextuel. Donc la variable int est liée à ça. Donc c'est très différent des nombres, des listes. C'est un truc quand même un peu spécial. Mais c'est super, super important. Cette façon de définir des procédures. Toutes les abstractions de données, des objets, des classes, des composants, des agents, plein de trucs, marchent parce que les procédures sont définies comme ça. Ça a pris longtemps avant que les gens comprennent qu'une procédure n'est pas simplement son code, jusqu'aux années 60. C'est pour ça que dans les tout premiers langages de programmation, je parle de Lisp et Fortran par exemple, et aussi COBOL, ils n'avaient pas compris ça. Ça veut dire que ces langages sont cassés en fait, en quelque sorte. Et les programmeurs étaient vachement handicapés par ça. Mais tous les langages modernes définissent cette procédure comme ça. Tous. Python, Java, Haskell, Scheme, Scala, tout ce que vous voulez, tout est défini. Toujours, c'est défini comme ça. Et quand je dis procédure, c'est un concept sémantique. Un objet dans la sémantique est une procédure. Okay? Un agent, un composant dans la sémantique est une procédure. Donc, la notion de procédure dans la sémantique est fondamentale. Et ce truc, ça a un nom. Moi, j'appelle ça procedure value, valeur procédurale. Mais quand si vous allez regarder sur Wikipédia, sur Stack Overflow, blablabla, plein de discussions, on appelle ça, en anglais, normalement on appelle ça un closure. Ce truc-là, cette procédure définie avec deux parties, s'appelle un closure ou un lexically scoped closure. Ça, c'est un peu le nom technique que vous allez retrouver. En français, ça s'appelle une fermeture ou une fermeture lexique. Ça, c'est le nom technique. Donc, ce concept a donc plusieurs noms. Moi, je vais appeler ça une valeur procédurale parce que c'est une valeur, c'est une constante en mémoire, et ça représente une procédure compilée. Ok? Donc ça, c'est peut-être le concept le plus important que vous allez apprendre dans ce cours. On peut dire que toutes les abstractions qu'on utilise dans l'informatique, on a des systèmes en couches, avec des millions de lignes de code, mais l'important c'est que quand on appelle une librairie, qu'on ne doit pas comprendre l'intérieur de cette librairie. Et donc, il faut une encapsulation, une isolation. C'est super important pour la création de grands systèmes en équipe. Eh bien, ça marche à cause de ça.
ceci est peut-être l'invention la plus importante de l'informatique. Vous allez me dire, ben, c'est pas super compliqué, non. C'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus dures à inventer, hein, parce que c'est tellement proche du nez qu'on ne le voit pas. Et la preuve, avant les années, fin des années 60, il y avait déjà beaucoup de langages de programmation. Hein. Il y a un article célèbre vers 1970 qui dit le prochain 700 langages de programmation. Sous-entendu, il existait déjà 700 langages en années 70. Et ce langage n'avait pas, la plupart, sauf les plus récents de ce langage, n'avaient pas compris ça. Donc en fait, ils étaient fondamentalement cassés. C'est incroyable, hein? C'est curieux ça, mais c'est complètement vrai. Et donc la notion de closure est super importante. Ok. Donc on va donc avoir la procédure Q. On le définit, il est super simple, hein? Q appelle P. Donc quand on définit Q, on va donc créer un environnement EC et le stocker ensemble avec le code de Q. On appelle ça l'environnement contextuel. Hein? C'est ce qu'on vient de voir. Et quand on appelle Q, il faut utiliser cet environnement, bien sûr. Là. On va utiliser EC pour utiliser la bonne variable pour P. Et cet environnement EC contient la variable qu'il faut utiliser pour P. Ceci est garanti de toujours avoir la bonne variable, même s'il y a une autre définition de P juste à côté de l'appel. Hein? Si on a ça, on voit qu'ici, on appelle qu'il y a une autre définition de P. Cette deuxième définition, c'est un leurre. Hein? En anglais, on appelle ça un red herring, un hareng rouge. Ça veut dire une distraction. Cette deuxième définition n'a aucune influence sur l'exécution de Q. C'est la première définition qui influence. OK? Ok, il y a un dernier concept là-dedans pour comprendre, parce que quand on définit Q, on va créer l'environnement contextuel. Donc il faut savoir comment on fait ça. Et on appelle ça avec ce qu'on appelle les identificateurs libres, the free identifiers of Q. Parce que quand on définit la procédure, il faut créer l'environnement contextuel. Donc il faut bien le créer. Hein? Et ça, pour comprendre ça, il y a la notion de free identifier, un identificateur libre par rapport à une instruction. C'est un identificateur utilisé dans une instruction, mais qui n'est pas défini dedans, il est défini à l'extérieur. Ici, par exemple, j'ai local z in z égale x plus y. Ben, le z, il est défini dedans. Mais les x et les y, je les utilise, mais ils ne sont pas définis dedans. On suppose qu'ils sont définis quelque part à l'extérieur. On appelle ça donc les identificateurs libres de cette instruction. C'est x et y. Alors, ici, un deuxième exemple. Local Q in, procédure QA, j'appelle P avec A plus 1. Quels sont les identificateurs libres? Ben, le Q ne l'est pas parce qu'il est défini là. Le A non plus. Les arguments, on suppose un argument, c'est une définition. Hein, quand on a un argument. Hein? Donc non plus. Par contre, il y a un P ici. Donc il y a un identificateur libre P. A n'est pas libre ici, hein, parce que le A est défini en tant qu'argument et ça donne une valeur à A. Donc il y a le local et les arguments qui ne sont pas libres. Hein. Okay? Donc quand on regarde ici, je retourne là, quand je définis la procédure Q, à cet endroit,
il y a une instruction qui est exécutée, c'est l'appel de P. Cette instruction a un identificateur libre, c'est P, bien sûr, hein, il n'y a rien d'autre. Et donc, l'environnement contextuel contient juste P. Donc, l'environnement contextuel contient tous les identificateurs libres du corps de la procédure. Et c'est tout. OK? Ça, c'est... On va faire une petite pause, mais cette notion, hein, closure, il y a beaucoup de mystique aussi autour de ça. Les gens aiment bien jongler avec ça, sans parfois bien comprendre ce que c'est. Mais vous allez comprendre. En fait, il n'y a pas de magie. Si, il y a de la magie, vous allez comprendre comment la magie marche. Ah, ça, c'est mieux. Ok, on va faire une petite pause et après, on va regarder la machine abstraite. Exécuter la machine abstraite. Vous n'allez pas aller dans le... Je vais d'abord vous donner un peu de contexte. Il y a des gens qui disent pourquoi on apprend la sémantique. Pas autant à dire à un électronicien pourquoi il apprend des équations textuelles. Mais je vais quand même vous expliquer. C'est très simple. Ici, on est dans un cours universitaire. Vous allez devenir informaticien. C'est simple. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne le maîtrisez pas. C'est la chose qui vous maîtrise. Si vous ne connaissez rien sur la mécanique, comment marche une voiture, un jour, si vous êtes propriétaire de voiture, vous comprenez ce que je vous dis. Si vous voyez les mécaniciens, si vous ne savez pas comment ça marche, la note sera en général plus salée que si vous compreniez. Parce qu'il peut dire, oui, on avait besoin de changer l'inflexible synchroniste du carburateur, bien sûr, et ça a coûté 1 000 €. Ça n'existe pas. Okay? Donc ça, c'est une chose. Un autre exemple, si vous ne comprenez pas comment marche un gouvernement, ça c'est plus important. Hein? La séparation de pouvoir, par exemple. Comment ça marche? Comment le pouvoir est séparé entre la justice, le Parlement et l'exécutif? Et si vous ne comprenez pas ça, eh bien le gouvernement aura tendance à devenir une tyrannie, une dictature. Par contre, si les citoyens comprennent, ils veillent. Donc c'est la même chose pour la programmation. Vous allez maîtriser, maintenir des grandes applications très complexes. Donc il faut comprendre comment ça marche. Et vous allez voir du code d'autres genres. Il faut avoir une bonne compréhension de l'exécution d'un langage. Et c'est ce que je veux vous donner. C'est la sémantique. Et en fait, tous les développeurs doivent comprendre ça. Parce que le développement de logiciels, ce n'est pas du chipotage. On chipote jusqu'à ce que ça marche. Non, parce que si on fait ça, il y a toujours un problème qui va augmenter plus tard. Ok, donc ça c'est important de comprendre. Et qu'est-ce que c'est, la sémantique? C'est très simple. C'est une explication précise de l'exécution d'un programme. C'est tout. Je dois comprendre exactement ce qui se passe quand le programme s'exécute. Rien n'est caché, pour le dire comme ça. Et si on a ça, on peut concevoir de bons systèmes, on peut raisonner sur faire des programmes qui sont corrects, on peut faire plein de choses. Et donc, dans ce cours, je vais vous donner plusieurs paradigmes et je vais vous donner la sémantique de tous ces paradigmes. Donc, rien ne sera caché, vous allez comprendre tout. Bien sûr, je ne veux pas vous le donner avec les instructions directes d'un processeur, parce qu'il y a une énorme complexité qui est ajoutée pour des raisons d'efficacité. Un processeur comme l'Apple M1 ou l'Intel Core i7, c'est très complexe. Et pourquoi? Parce qu'ils essayent d'avoir une vitesse maximale. Mais cette complexité existe uniquement pour la vitesse.
ne change pas le sens d'un programme. Donc pour vous, je vais vous donner une sémantique qui est complète, mais c'est le plus simple que j'ai pu le faire. J'ai essayé de le faire le plus simple possible. Ok. D'abord, je vous donne un peu de contexte. Dans l'informatique théorique, dans l'informatique, les gens, les mathématiciens, les informaticiens qui sont aussi des mathématiciens, ils ont réfléchi sur la sémantique, bien sûr, depuis longtemps. Et en fait, il y a 4 manières de définir une sémantique. Je vais juste vous le dire très brièvement pour vous donner un contexte. Ça s'appelle la sémantique opérationnelle, la sémantique axiomatique, la sémantique dénotationnelle et la sémantique logique. Il y a 4 manières. Nous allons voir la sémantique opérationnelle. En fait, on va donc exécuter un programme sur un ordinateur simplifié, rigoureusement défini, qui s'appelle machine abstraite machine. L'intérêt de ça, c'est que ça marche pour tous les paradigmes. Les autres ne marchent que pour certains paradigmes. La sémantique axiomatique, c'est une implication. Si quelque chose est vrai, on exécute une instruction et après, autre chose sera vraie. Si x égale 5, on exécute la fonction factorielle, le résultat sera 120. Il y a donc 3 pas. Il y a la précondition, l'instruction et la post-condition. Ça, c'est un genre, on appelle ça un axiome. Précondition, instruction, post-condition. En principe, vous avez déjà vu ça un peu dans le cours précédent. Ça marche très bien sur les programmes impératifs, sur des paradigmes où on peut affecter des variables multiples fois. Ça marche bien pour ce genre de truc, mais pas très bien pour d'autres paradigmes. Donc ça, c'est une autre manière. Donc nous n'allons pas trop voir ça dans ce cours. Les 2 autres dernières manières sont plus mathématiques. La sémantique dénotationnelle est très abstraite. Un programme est une fonction sur un domaine abstrait qui représente les entrées vers un autre domaine qui représente les résultats. Et pour certains types d'analyse, ça permet de le faire. Ça marche très bien, mais que pour la programmation fonctionnelle. Et la dernière, c'est la sémantique logique. Là, je parle de logique, la logique formelle, la logique de premier ordre, et c'est typiquement logique qu'on utilise. Le langage le plus célèbre qui utilise ça s'appelle Prolog, mais la programmation par contrainte aussi a une sémantique logique. Donc si vous allez suivre un cours de programmation par contrainte, vous allez voir un peu la façon d'utiliser la logique pour décrire un programme. Okay? Donc ça sont les 4 manières. Les 3 sont très intéressants en fait, et ont des tas d'utilisation. Mais si on veut la sémantique le plus large, qui permet d'expliquer tous les paradigmes, il n'y a que la sémantique opérationnelle qui est bonne. Donc nous allons faire ça. Nous allons donc, je vais vous montrer une sémantique opérationnelle. Il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle kernel language and abstract machine. On va d'abord traduire le programme en un langage simple. Pourquoi simple? Parce que la machine abstraite est une définition mathématique, et si le langage est simple, la définition de la machine abstraite sera aussi plus simple. Donc on va d'abord traduire tous les programmes pratiques en langage noyau, et après, la machine abstraite est une construction mathématique qui peut exécuter directement les programmes en langage noyau. C'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous faire plusieurs parties. D'abord, je vais vous montrer le langage noyau complet. On est déjà presque à ce ça. Après, je vais vous donner un exemple de comment ça marche. Comment est-ce qu'on exécute un
programme sur la machine abstraite. Vous allez voir, ce n'est pas très très compliqué, c'est juste un peu méticuleux, un peu rigoureux. Après, on va définir la machine abstraite et on peut faire beaucoup de choses avec. On peut prouver un programme est correct avec la machine abstraite. Et enfin, je vais encore une fois attirer l'attention sur les procédures. Hein? La notion de valeur procédurale, closures, hein? C'est très très important. Et donc, je vais vous faire donner une définition de ça dans la machine abstraite. Okay. Donc, on commence par le langage noyau et après, on va exécuter un programme. D'abord, le langage noyau complet de le paradigme fonctionnel. En fait, on a déjà quasiment tout vu, hein, parce que depuis le début, à chaque fois, je vous inculque un peu de sémantique à chaque fois. Donc, sans le savoir, vous avez déjà vu beaucoup de cette sémantique, hein, comme dans la pièce de Molière. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Avec la sémantique, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, les fonctions sur le liste sont récursifs terminales. Si un programme est correct, on peut prouver qu'un programme est correct. Ça, c'est important. Hein? Je ne sais pas si vous avez jamais pris la navette Orlyval. Vous connaissez ce truc-là? Il n'y a pas de chauffeur dedans. Hein? Il y a des lignes de métro Paris sans chauffeur. C'est purement informatisé. Mais ce truc a été développé et on a prouvé qu'il n'y a pas de bug dans ce programme. C'est un programme critique. Hein? Des bugs peuvent faire que les gens meurent. Hein? Et donc, c'est important. Et donc, on peut, avec la sémantique, prouver ça. Bien sûr, on ne va pas faire ça pour tous les programmes. Hein? Pour certains programmes critiques, c'est important. Et donc, dans tout le cours, on va faire ça. À chaque fois qu'on va introduire un nouveau paradigme, on va faire un nouveau langage noyau. En fait, c'est l'ancien plus quelque chose. Hein. Ça ressemble beaucoup. Et on va voir la sémantique. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Hein. Là, on a des instructions. Skip, séquence, locale, binding, hein, affectation, if, hop, appel et case. Il y a des valeurs, nombre, liste. Là, il y a toujours des listes. Hein. Le nombre des entiers ou des flottants et la syntaxe des listes. On va compléter ça. À chaque fois, il y a deux petits points. Il y a deux trucs qu'on doit ajouter. D'abord, les procédures sont des valeurs. On a vu qu'une procédure, c'est une valeur en mémoire. Ce n'est pas une déclaration comme ça, mais c'est une valeur. Ça doit être ici, procédure. C'est une valeur. Et deuxièmement, à la place des listes, il faut mettre des records, bien sûr. Hein, parce qu'il y a la structure, les données, c'est des records. Donc on va faire pas par pas. D'abord, on va mettre les procédures comme valeur. Là, je fais un peu d'ingénierie. Hein. Vous allez voir comment le langage noyau est construit. Pourquoi il est comme ça et pas autrement. J'enlève ça, hein, je barre ça. J'ajoute procédure dans les valeurs. Et j'ajoute une définition. Vous voyez, c'est une procédure anonyme, parce qu'il n'y a pas d'identificateur. Propre, argument et instruction. Le nom de la procédure est remplacé par un placeholder, hein, une balise, hein, un truc qui prend la place. Et quand je définis une procédure, ça sera ici, x égale v. La définition de procédure est une affectation, en fait. Hein. Je donne un exemple. Donc, si je fais POC int x, y égale x plus 1, end, en fait, c'est une valeur. Ceci est un sucre syntaxique. On peut toujours écrire ça, même si ce n'est pas dans le langage noyau, mais c'est un sucre syntaxique. C'est une vraie instruction en langage noyau, c'est ceci.
ici, on a la procédure en tant que valeur. Et ça, c'est l'identificateur. Hein? Donc, c'est identificateur égale valeur. C'est une affectation. Donc, l'identificateur INC correspond à une variable de mémoire, et cette variable est liée à ça. Et comme on a vu, ce truc, il y a aussi un environnement contextuel hein, quand on le définit. Et donc, les procédures sont des valeurs. On a number procedure list. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les records. Et maintenant, c'est complet. On enlève les listes et on met record. Donc, littéral, c'est le label. F, c'est le feature, c'est le nom des champs. X, c'est la valeur des champs. Donc, ici, on a un certain nombre de champs avec une étiquette devant. Ou on a 0 champ. On a la barre verticale ici, pour le ou. Vous voyez que les patterns dans les cases ont exactement le même syntaxe. Okay? Syntaxe. Donc, une valeur, c'est ou un nombre, ou une procédure, ou un record. Et c'est tout. Et avec ça, on a le langage noyau complet. Le voilà. Et chaque instruction là a sa raison d'être. Hein? En valeur, nombre, procédure, record. Procédure, record. Et voici les instructions. Skip, séquence, locale, affectation, if, appel de procédure, et les cases avec pattern. Ça, c'est les instructions de notre langage noyau. Ce n'est pas le plus simple. Hein? On peut définir un langage encore plus simple que ça, qui est complet, qui s'appelle le langue de calcul. Mais de faire un programme en langue de calcul, c'est horrible, et je ne vous le conseille pas. Mais on va quand même le voir, parce que, en fait, derrière les polices, derrière ça, il y a la langue de calcul. C'est la fondation, c'est Atlas qui tient le monde informatique, c'est la langue de calcul. Mais pour nous, on va voir ceci comme langage noyau. OK. Et maintenant, on va faire une exécution. Maintenant, on va voir la machine abstraite. On va prendre un petit programme. Voilà. J'ai dit, on va le traduire en langage noyau, et tout programme peut être traduit. Hein. Il y a un schéma, il y a une façon de traduire tous les programmes en langage noyau, et après on va l'exécuter. Et on va maintenant voir l'exécution. Donc d'abord, je vais vous simplement voir une exécution. Voici le programme que je vais exécuter. Ce n'est pas un programme super compliqué. Hein. Local x in, local b in, b égale true, if b then x égale 1, else if n. Hein. Il n'y a pas d'appel de procédure, ça on va voir. On va exécuter ça. Comment est-ce qu'on exécute ça? Bien, ceci est une instruction. Pour exécuter, il faut aussi une mémoire. Hein? Il faut des données. Donc, il faut ajouter la mémoire. Donc, on garde l'instruction. On ajoute. Ici, c'est l'ensemble vide. Hein? Pour l'instant, il n'y a pas de variable. Mais c'est une mémoire. Et ici, il y a un environnement. Pour l'instant, il est vide. Parce qu'il n'y a pas d'identificateur libre ici. Hein? On n'a pas encore commencé. Donc ça commence vide. Donc tout programme commence son exécution comme ça. Hein? Et ici à droite, on voit un peu comment on écrit ça. S, c'est l'instruction. E, c'est l'environnement. Là, c'est vide. Et sigma, c'est la mémoire. Je l'appelle sigma pour store. Hein? Le S grec. Donc l'état initial a une mémoire vide et un environnement vide. Et attention, il y a les crochets là, parce que, en fait, on ne va pas exécuter une instruction. Vous allez voir qu'il y a en fait une pile. On aura besoin d'avoir plusieurs instructions. Vous allez voir ça. Donc ici, on a une seule, mais je la mets dans une liste. Mais on pourrait en avoir plusieurs, et on va voir ça après. On a besoin de ça. Parce que quand on fait un appel et on doit revenir, la machine abstraite doit savoir ce qu'on fait quand on revient. Donc en fait,
une exécution, ça ne suffit pas. Il faut une pile. Donc ça, ceci à droite, c'est la structure de ceci. Vous voyez comment je l'ai fait? J'ai ajouté ces deux trucs. Maintenant, on peut commencer. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une instruction locale. Local x in à quelque chose, end. En fait, j'ai local x in s end. En fait, je regarde l'instruction que je suis en train d'exécuter. C'est l'instruction qui est au-dessus, hein, c'est le local. Et j'exécute le local. Hein, chaque instruction a une règle qui dit comment on l'exécute. Qu'est-ce que fait un local? Ben, c'est très simple, en fait. Le local x, ici, local x in, va faire deux choses. Va créer une variable en mémoire, petit x, et va créer un environnement qui fait grand X vers petit x. Et ça, c'est l'instruction qui est à l'intérieur du local. Vous voyez ce qu'on a fait? On a pris l'instruction à l'intérieur, on a créé une variable en mémoire et on a fait un environnement. Et maintenant, on voit que les choses commencent à tourner. On a quelque chose de mémoire maintenant, hein, et on a un environnement. Vous voyez, ça c'est le premier pas qu'on a fait. Maintenant, on continue comme ça. C'est toujours la même chose. La machine abstraite, c'est très simple. C'est une mécanique, c'est une horloge qui tourne. C'est une mécanique très simple. Là, il y a de nouveau une instruction locale. Local b in. On va l'exécuter. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il va créer une autre variable de mémoire, petit b, et le grand B, on va l'ajouter à l'environnement, bien petit b. Et ça, c'est l'instruction qui reste à l'intérieur. On crée une nouvelle variable petit b, l'instruction intérieure, on le met sur la pile, et on ajoute grand B vers petit b dans l'environnement. C'est tout. Vous voyez comment on a fait? On a fait donc maintenant deux pas. Maintenant, on fait le troisième pas. Ceci, ce que nous voyons ici, c'est une instruction. En fait, on voit qu'il y a deux instructions, mais en fait, ça fait un tout. C'est une instruction, donc on doit les défaire, parce qu'à l'intérieur du local, à l'intérieur du local, il y a une instruction, pas deux. Donc ici, il y a donc une instruction. Donc le prochain pas, ça s'appelle composition séquentielle. On doit prendre les deux instructions et les mettre séparément sur la pile. Donc cette instruction, on va donc la couper en deux. Et ça donne ça. B égale true, et après le if. Et chaque fois, le même environnement. Et la mémoire n'a pas changé. C'est toujours des x. On fait splitter, on va donc découper la composition séquentielle dans ces deux parties, B égale true et le if. Et les deux instructions se mettent sur la pile. Vous voyez pourquoi on a besoin d'une pile, hein? Parce qu'on peut avoir plusieurs instructions à faire une après l'autre. C'est très important ça à comprendre. Et donc maintenant, on regarde les deux instructions. Et on commence par la première instruction sur la pile. B égale true. Qu'est-ce que fait B égale true? Bon, on enlève de la pile, comme ça. Il y a l'autre, le if qui reste. Et en mémoire, le petit b est maintenant affecté à true. Vous voyez, l'instruction B égale true, on l'enlève de la pile et on met B égale true en mémoire. D'accord? Maintenant, il y a une seule instruction qui reste, c'est le if. Le if est un tout petit peu plus compliqué, parce qu'il y a deux possibilités, le conditionnel. Donc, le if, l'exécution de l'instruction if dépend de son argument. En fait, pour expliquer ça, on va lire la valeur de B. Si la valeur est true, on met la partie then sur la pile. Si le B est false, on met la partie else, ainsi de suite. Si B a une autre valeur, c'est une erreur. Et si B est une variable qui n'est pas encore liée, alors le if ne fait pas de réduction. Donc, on lit la valeur de B,
B égale true, on met l'instruction après le then, donc x égale 1 sur la pile. Si B aurait été false, on aurait mis l'instruction après le S. Si B a une autre valeur, il y a une erreur. Donc on peut avoir une erreur à l'exécution, et c'est défini dans la machine abstraite. Et il y a un quatrième cas, si B est une variable qui n'est pas encore affectée, alors le if ne va pas exécuter. Le if ne fera rien, il restera bloqué comme ça. Et vous allez dire, c'est bizarre, mais en fait, juste en avant, comment dire, une petite regard en avant, ça sera important quand on va faire le data flow, la concurrence. Donc pour l'instant, je n'en parle pas, mais si les B n'a pas encore de valeur, on ne peut pas continuer du tout. Mais il peut y avoir une autre pile sémantique, une autre pile qui va lier B, et après, notre pile peut continuer. Ça s'appelle une exécution data flow. Donc, pour l'instant, on n'en parlera pas, mais c'est possible. OK? Donc, pour l'instant, on suppose que les valeurs sont true ou false. Donc, ici, on a x égale 1, et x égale 1, c'est très simple. Le petit x est égal à 1, et la pile est vide, et l'exécution s'arrête. C'est tout. OK? Vous voyez, c'est pas super compliqué, hein? Et chaque instruction a sa manière, son truc, sa règle. Donc, dans notre exemple, on a vu 4 instructions. Le local x in S, la composition séquentielle, donc une instruction après l'autre, le if conditionnel et l'affectation. Et chacune de ces instructions a une règle simple et précise dans la machine abstraite. Okay? Je vais vous le définir. Et maintenant, on va définir. Vous avez donc vu l'exécution de la machine abstraite. Et c'est très simple. Hein? On prend l'instruction sur la pile, on regarde et on fait quelque chose. Après, on continue. C'est une boucle comme ça. C'est une boucle qui fait des choses très simples. Tout comme un processeur. Hein? Le seul intérêt, c'est que cette boucle tourne très très vite. Hein? Des milliards de fois par seconde. Donc la machine abstraite, on peut le définir par un pseudocode. Tout ça, c'est un pseudocode. Hein? Donc il ne faut pas voir ça comme un programme qu'on peut exécuter. C'est pour comprendre. Tout ça, c'est un pseudocode qui correspond au processeur, au microprocesseur. Je vais exécuter l'instruction S, une variable locale, 3 variables locales, qui est la pile, une mémoire et une instruction qui est au sommet de la pile. On commence par l'execution state, l'état d'exécution, c'est S avec un environnement vide et la mémoire sigma est vide. Okay? C'est comme on a commencé. Hein? Après, on a une boucle while, c'est ça le processeur. Et ça tourne très vite. On prend while ST n'est pas vide. Hein? While, ça doit être nil là, désolé. Différent de nil. Alors, on prend le sommet de la pile, ça c'est SI, et on a une règle, rule, qui prend le sommet, qui prend l'état et qui donne un nouvel état. Donc le local, le if, l'affectation, chaque instruction a sa règle. Okay? Chaque instruction a une règle. Et ça tourne. Et ça tourne très vite. Hein? Sur un processeur, ça peut tourner des milliards de fois par seconde pour les instructions comme ça. Donc ça, dernière note, un peu comme on a vu sur le if, quand on va faire la programmation concurrente, on va faire une extension de ça, et on va avoir plusieurs piles sémantiques, pas une seule, mais plusieurs. Hein?
Hein, et les piles sémantiques, on va les appeler des traits. Mais ça, ce sera plus tard. Pour l'instant, c'est séquentiel. Ok. Donc, chaque instruction en langage noyau a une règle, une définition précise, hein, qui prend un état d'exécution. Un état d'exécution, c'est une pile plus une mémoire. Hein. Qu'on j'appelle semantic stack, pile sémantique et mémoire sigma. Je vais vous montrer 3 instructions. Les autres, vous allez voir, en fait, c'est assez intuitif et on va les voir encore moins de détails. Je commence par l'instruction la plus simple, l'instruction skip. C'est une instruction qui ne fait rien. Mais il fait quelque chose dans la machine abstraite, mais dans l'exécution, il n'avance rien. C'est bizarre, hein? Mais les processeurs ont aussi de l'instruction comme ça. Donc, typiquement, ça s'appelle no op, no operation. C'est une instruction, l'exécute, ne fait rien. Mais l'exécution est quand même une activité, donc il faut le définir. Donc on a skip E et d'autres instructions. Tout ça, c'est la pile et la mémoire sigma. La sortie, c'est très simple. C'est S2 jusqu'à Sn sigma. J'aime bien faire ça comme un dessin. À gauche, c'est l'état d'exécution avant l'exécution et à droite, c'est après. Vous voyez que le skip est au sommet. Il y a d'autres instructions sur la pile. Et après, on enlève les skips et c'est tout. C'est simple. Hein? C'est une instruction qui ne fait rien. Il faut le définir quand même. Vous avez compris comment ça marche? Les autres questions? C'est un environnement. Chaque instruction a un environnement pour, en fait, l'environnement va connecter l'instruction à la mémoire. En fait, hein. Mais le skip n'a pas besoin de l'environnement, mais l'instruction, chaque instruction a quand même un environnement. Mais certaines instructions vont l'utiliser. Voici la deuxième instruction, la composition séquentielle. Donc on a une instruction sur le sommet, mais cette instruction contient 2 instructions. Hein. C'est comme une boîte avec 2 instructions à l'intérieur. Attends, je recule un peu pour vous montrer le langage noyau. Si vous voyez ici, S, ça c'est toutes les instructions. S1 suivi par S2, ça, c'est une instruction. Hein. Chaque truc ici est une instruction. Hein. Et quand je fais local x in S, le S ici, c'est une instruction. Donc si je veux faire 2 instructions à l'intérieur d'un local, je dois mettre une composition séquentielle. C'est un détail administratif. Je retourne sur la composition séquentielle. Donc on a une instruction qui contient 2 instructions à l'intérieur. Qu'est-ce que fait l'exécution? Il sort ça de la pile et il va mettre SB, SA sur la pile individuellement, comme 2 instructions séparées. Parce que sinon, on ne peut pas exécuter SA. Hein. Après, on va continuer avec SA. Mais quand c'est emballé à l'intérieur, on ne peut rien faire. Donc, ce que fait l'instruction, c'est défaire la boîte. Vous voyez? C'est curieux, c'est une instruction curieuse parce que on n'a pas l'impression qu'elle fait grand-chose, mais ça fait partie de la bureaucratie d'une machine abstraite. Il faut mettre les données dans la bonne position. Et je vous donne maintenant le troisième. Ça, c'est le local. Là, bon, ça, enfin, une instruction qui fait quelque chose vraiment. On a local x, i, s, end avec l'environnement E. Donc, on enlève ça de la pile, on met S sur la pile avec un nouvel environnement, E plus. Ce plus, en fait, c'est une sorte de union, et on ajoute une paire, et on a ajouté une nouvelle variable,
fresh, on parle de fresh variable parce que c'est une variable qui est nouvelle, qui n'existe pas encore. Donc on crée une nouvelle variable. Vous voyez, c'est une allocation de mémoire en fait. Hein. On le met dans la mémoire sigma et on crée un nouvel environnement qui fait référence à petit x. Et c'est maintenant le S qui continue. Vous voyez que le local il fait donc deux choses. Hein. Il crée une nouvelle variable et il met une nouvelle instruction sur la bouche. Ok? Vous voyez comment ça marche? C'est pas très compliqué, hein? C'est une mécanique. Hein? À gauche, avant, à droite, après. Je parle un peu des autres instructions, mais je ne vais pas les donner en tous les détails parce que c'est peut-être pas nécessaire tout de suite. Il y a l'affectation. On va créer la valeur V et l'affecter à la variable X. Attention, si V est une procédure, on doit aussi créer l'environnement contextuel. Deuxièmement, il y a le if, le conditionnel. Hein? Si X est vrai, on met S1 sur la pile. Si X est false, on met S2. Si X n'est pas encore lié, l'instruction va attendre. Donc il ne fera pas, il n'avancera pas. Hein? Il y a ce qu'on appelle une condition d'activation. Il faut attendre que X soit lié à la valeur. On va voir ça après avec la programmation concurrente. Après, il y a le case. X of P, tel S1 et S2. On va donc faire du pattern matching entre X et P. Hein? On va donc comparer la structure en mémoire X avec le pattern P. Ça peut être une comparaison plus ou moins compliquée. Hein? Si on a un record, il faut comparer tous les noms des champs. Hein? Et enfin, appel de procédure. Ça, c'est l'appel de procédure X. Hein? On va voir ça après. Et pour résumer, ça, c'est tous les concepts. Du début à la fin. Affectation X, sigma, les variables qu'on peut affecter. Environnement, c'est le lien entre identificateur et variable. Instruction sémantique, c'est une instruction avec son environnement. Hein, c'est important. Hein? On a une instruction et on a la mémoire. Bah, il faut un lien. Parce que dans l'instruction, il n'y a que des identificateurs, et dans la mémoire, il y a une variable. Il faut les lier. Ça, c'est le rôle de l'environnement. Après, il y a la pile sémantique, qui est une séquence d'instructions. Après, il y a l'état d'exécution, c'est une pile plus une mémoire. Et enfin, l'exécution d'un programme, c'est une séquence d'états d'exécution. On commence par l'état au début, on fait un pas, c'est la flèche, on exécute une instruction, on continue, après une autre, une autre et une autre. Ça, c'est la boucle while qu'on a vue. Hein. Et ça peut continuer pendant longtemps. Voilà, ça c'est tout. Ça c'est la machine abstraite. Ok. Ok, il y a deux choses maintenant. D'abord, comment prouver qu'un programme est correct et les appels de procédure. Mais peut-être que je vais changer un peu l'ordre. Je voudrais vous parler peut-être d'abord un peu des procédures. Donc je vais regarder les procédures. Donc je vais sauter ça. Je vais regarder des procédures maintenant. Les procédures, on n'a pas encore vu la règle. Si on en parlé un petit peu, on définit la procédure Q, on crée une paire. On appelle la procédure Q, eh bien, on fait quelque chose. Hein? Je vais vous expliquer ça. Donc d'abord, une procédure, c'est quelque chose de très très important. En fait, dans toute cette machine abstraite, c'est peut-être le concept le plus important. Ça permet beaucoup de choses. C'est la fondation de l'abstraction. Toute l'abstraction, ça veut dire high order programming, ce que nous allons voir, des programmes en couches, en layers, de librairie qui s'appelle l'encapsulation. On crée
par une boîte qui est invisible, la première mention de l'objet, les types abstraits, les composants, les packages, les modules, les agents, les programmations multi-agents, tout ça, ça marche avec les procédures. Okay? Donc les procédures, c'est super puissant. Voici les procédures de mémoire, je vous rappelle. Ici j'ai une procédure inc, une fonction inc. Inc x, qui fait x plus a. Et a est égal à 1. D'abord, je traduis en langage noyau. Voici, ça c'est le langage pratique à gauche. Ça au milieu, c'est le langage noyau. Local a, inc, local inc, in. A égale 1. Inc égale proc $x, y, y égale x plus 1. Et en violet, il y a l'environnement, un environnement qui est valable là, et qu'on connaît A et inc. Et en mémoire, on a donc créé une procédure, une valeur procédurale, un closure. On a créé un lexically scope closure ici, avec le code de la procédure à gauche et l'environnement contextuel à droite, en vert là, qui ne contient que A. Il n'a pas besoin de connaître inc, parce qu'à l'intérieur, ici, il n'y a pas d'appel récursif, donc on n'a pas besoin de connaître inc à l'intérieur. Donc c'est juste A. Ça, c'est la valeur. Alors, deux problèmes. Comment est-ce qu'on crée une procédure pour obtenir ça, et comment est-ce qu'on appelle une procédure? Donc, il y a deux choses. La définition et l'appel. La définition, le plus difficile, c'est de créer l'environnement contextuel. Faire le stock. Pour l'appel de la procédure, on va calculer un nouvel environnement. On va combiner l'environnement contextuel avec les arguments. Alors, on prend les arguments et l'environnement contextuel, on les met ensemble. Okay. Donc voici un exemple d'une définition. Après, on va faire un appel. Ici, procédure P, X, Y. Y égale X plus Z. Le identificateur libre de la procédure, c'est juste Z. Hein. Quand on exécute P, on doit connaître Z. Z fait donc partie de l'environnement contextuel. Ok. Voici la définition et l'appel. Et pour vous montrer que c'est un slide important, j'ai dit là-haut slide important. Donc ici, on a la procédure P qu'on a créée. Y égale X plus Z. Mais ici, on a l'appel P, A, B. Comment est-ce que ça marche, ça? A est égal à 10 et B, c'est le résultat. Donc, quelque part, le A et le B, on doit les connecter au X et Y. Hein? Le A et B sont les arguments ici. Mais à la définition, on a X et Y. Et ici, on fait Y égale X plus Z. Y égale X plus Z. Mais en fait, le Y ici, c'est B. Et le X, ici, c'est A. Vous voyez ça? Et donc, Y égale X plus Z, ce que ça doit faire, c'est B égale A plus Z. Donc, on va faire en sorte que quand on exécute Y égale X plus Z, ça fait B égale A plus Z. Ça veut dire que le Y doit faire une référence à la variable petit b, le X doit faire une référence à la variable petit a, et le Z fait une référence à Z. Hein? Et donc l'environnement de l'exécution, c'est Y fait référence à petit b, X fait référence à petit a, et Z fait référence à Z. Vous voyez ce qui se passe? On a combiné les arguments et l'environnement contextuel. Ici, à droite, on a l'environnement contextuel, mais ici, on a combiné
les arguments dans la définition et les arguments à l'appel Y, X et VA. Donc, cet environnement EP, on l'a construit. Oui, on a combiné les choses. Et donc, on doit donc, dans la machine abstraite, avoir une règle qui fait ça. Ça, on appelle ça les arguments formels. Ça, on appelle ça les arguments actuels ou réels. Donc, on doit quelque part combiner les arguments formels avec les arguments réels. Et donc, c'est ça que notre machine abstraite doit faire. Ok, je vais vous montrer comment ça se fait. Je vais vous montrer les règles sémantiques pour la procédure de la machine abstraite. Donc d'abord, il y a la définition. Donc voici l'instruction sémantique sur la pile. On a x égale or, avec un environnement. Les arguments formels x1, xn. Les identificateurs libres dans S, c'est z1 jusqu'à zk. Et l'environnement contextuel, c'est donc on prend l'environnement E et on ne regarde que Z1 jusqu'à Zk. Donc on fait une restriction de E aux identificateurs libres. Et en mémoire, on crée ça. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Ici, on a donc le code de la procédure, là, on a l'environnement contextuel. Ça, c'est la variable X en mémoire. Ça, c'est la règle qui fait exactement ce que je vous ai montré dans les exemples. Et on va terminer par l'autre côté, c'est l'appel. Donc l'instruction sur la pile, voici un appel de procédure, un X avec l'argument Y1 et N, et un argument E. E de X. X doit être lié à une procédure là. Le X là peut être lié à de quoi en fait? Et E de X n'est pas une procédure, c'est une erreur. On a essayé d'appeler une procédure, mais ce n'est pas une procédure. Donc, si E est une procédure, il y a aussi le nombre d'arguments qui est important. Il doit être N. Donc, on suppose que E de X est une procédure avec le bon nombre d'arguments. Et après, on fait ceci. Donc, on a... Ça, c'est l'instruction, on appelle la procédure, et là, c'est la procédure stockée en mémoire. Donc, Y1, Yn sont des arguments réels, Z1, Zn sont des arguments formels, et voici ce qu'on met sur la pile. On prend l'instruction S, c'est le corps de la procédure, on prend l'environnement contextuel, et on ajoute ça. Pour chaque argument formel, on attache la variable réelle. Z1, c'est un argument formel, et on attache la variable réelle, et jusqu'à Z. Et c'est tout. Ok? Ça, c'est tout. Avec ça, on peut faire tous les appels de je pense que je vais terminer un peu. Juste quelques petits mots pour terminer. Et la semaine prochaine, nous allons parler de la puissance des procédures. Je vais vous montrer le higher order programming. On va faire du code la semaine prochaine. Mais d'abord, quelques mots. Pourquoi la sémantique est importante? En fait, quand on fait du logiciel, on fait toujours de la sémantique, sans le savoir. Quand on définit une application avec des opérations, c'est comme si on ajoutait des instructions. Hein? C'est comme si on étendait le langage avec de nouvelles instructions. Et donc, c'est comme si on définissait un nouveau langage avec une sémantique. Donc en fait, on fait toujours de la sémantique. Un programmeur
fait toujours de la sémantique, même s'ils ne se rendent pas vraiment compte. Moi, j'aime alors faire un slogan. Semantics is the ultimate programming language. Okay? Je vais arrêter avec ça. Semantics is the ultimate programming language.